Et si l'économie, laissée à elle-même, n'était pas capable de s'en sortir? Aujourd'hui, on explore une idée qui a complètement changé la donne. Une idée née en pleine crise mondiale et qui a redéfini le rôle de l'État pour des décennies. C'est l'histoire de la révolution keynésienne. C'est vraiment la question centrale. Face à une crise, est-ce qu'on doit laisser faire, en se disant que le marché finira bien par trouver une solution, ou est-ce qu'il faut intervenir? Pendant très longtemps, la réponse semblait évidente. Et puis, une crise d'une violence inouïe est venue tout remettre en question. Voilà, en gros, les deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, une confiance presque totale dans la magie du marché, capable de se guérir tout seul. Et de l'autre, une idée bien plus radicale. Parfois, le système est bloqué et il a besoin d'un coup de pouce de l'État pour repartir. Tout le débat est là. Pour bien comprendre comment cette nouvelle théorie a pu émerger, il faut retourner au moment précis où l'ancienne a littéralement volé en éclats. À la fin des années 20, tout semblait aller pour le mieux. L'idée dominante, c'était le laisser-faire. Mais le crash de 1929 a tout changé. Les usines ferment, le chômage grimpe en flèche, touchant parfois un quart de la population active aux États-Unis, et la théorie économique de l'époque est complètement dépassée, incapable d'expliquer ce qui se passe. L'optimisme des dirigeants, comme le président Hoover, sonnait juste totalement creux face à la misère ambiante. Le système était cassé. Et c'est là, au milieu de ce chaos, qu'un économiste britannique va proposer un diagnostic et surtout un remède complètement à contre-courant. Ce qui est fascinant avec cette phrase, c'est l'assurance incroyable de Keynes. Il n'était pas en train de se dire « je vais peut-être apporter une petite correction ». Non. Il savait qu'il était en train de dynamiter les fondations de la pensée économique de son temps. Et son livre, La théorie générale, a été une véritable bombe. Keynes n'a pas seulement critiqué la théorie classique, il l'a méthodiquement déconstruite. Pour bien comprendre l'ampleur de sa révolution, on va examiner les 4 points de rupture majeurs qu'il a introduits. C'est comme s'il avait changé les 4 règles de base du jeu. Allez, c'est parti. Explorons ensemble ces 4 ruptures qui ont ni plus ni moins redéfini l'économie moderne. La première rupture, c'est la plus célèbre. On passe du laisser-faire à l'intervention. Pour Keynes, c'est une évidence. Le capitalisme, si on le laisse faire ce qu'il veut, il génère des crises. La seule solution, c'est que l'État prenne les commandes et devienne un régulateur actif de l'économie. Deuxièmement, Keynes change complètement d'échelle. Avant lui, les économistes regardaient les arbres, le comportement d'une seule entreprise, le prix d'un seul produit. Keynes, lui, a dézoomé pour regarder toute la forêt. Il invente la macroéconomie, en analysant les grands indicateurs comme le revenu national ou le chômage global. Et ce changement de perspective montre que ce qui semble logique pour un seul acteur peut être désastreux pour tout le monde. Prenez les salaires. Une entreprise peut se dire qu'en les baissant, elle va pouvoir embaucher plus. Logique. Mais si toutes les entreprises font pareil, le revenu de tout le pays s'effondre. Et quand les gens ont moins d'argent, ils consomment moins. Résultat, les entreprises vendent moins et elles finissent par licencier. Le remède a rendu le patient encore plus malade. La troisième rupture s'attaque à un dogme de la pensée classique, la loi de Say. L'idée, c'était que pour vendre un produit, il suffisait de le produire. La production générait automatiquement assez de revenus pour que tout soit acheté. En bref, l'offre crée sa propre demande. Une crise de surproduction généralisée était donc considérée comme impossible. Keynes arrive et il inverse complètement la logique. Ce n'est pas l'offre qui est le moteur, c'est la demande. Les patrons ne produisent pas à l'aveugle, ils produisent en fonction de ce qu'ils pensent pouvoir vendre. C'est cette demande effective, anticipée, qui va déterminer combien on produit et donc combien de personnes on emploie. C'est la demande qui mène la danse. Et là, on arrive au concept le plus révolutionnaire, celui qui a vraiment tout changé. Keynes démontre qu'une économie peut trouver son équilibre, un état stable, tout en ayant un chômage de masse. L'offre de produits peut être égale à la demande, mais sans pour autant que tout le monde ait en travail. C'est ça, l'équilibre de sous-emploi. L'économie est peut-être stable, mais elle est stable à un niveau bien trop bas. D'accord, donc si l'économie peut rester coincée dans une mauvaise situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que le gouvernement entre en jeu. Pour Keynes, le diagnostic est simple. Le chômage massif, ce n'est pas parce que les salaires sont trop hauts, c'est juste qu'il n'y a pas assez de demandes. Les carnets de commandes sont vides. La solution, ce n'est donc pas de baisser les salaires, mais de trouver un moyen de relancer cette demande globale. Et pour ça, Keynes donne une véritable boîte à outils au gouvernement. C'est un peu comme conduire une voiture. Quand il y a trop de chômage, l'État doit appuyer sur l'accélérateur, baisser les taux d'intérêt, lancer de grands travaux, bref, dépenser pour relancer la machine. Et à l'inverse, si l'économie surchauffe et que l'inflation menace, il doit appuyer sur le frein, augmenter les taux d'intérêt, réduire les dépenses. Ces idées ne sont pas du tout restées dans les livres. Après la Seconde Guerre mondiale, elles sont devenues la norme et ont été appliquées à très grande échelle.
L'outil qui a beaucoup servi de boussole à l'époque, c'était la courbe de Phillips. En gros, elle montrait qu'il y avait un arbitrage à faire entre le chômage et l'inflation. Si on voulait faire baisser le chômage en stimulant l'économie, il fallait accepter que les prix augmentent un peu. On ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça a donné naissance à ce qu'on a appelé les politiques de stop and go. C'était un cycle permanent. Quand le chômage était le principal problème, on lançait une politique de relance, c'était le go. Mais si cette relance créait trop d'inflation, hop, on freinait l'économie avec une politique de rigueur, c'était le stop. Un vrai jeu d'équilibriste. Et le résultat de tout ça est bien près de 30 ans de croissance très forte, de plein emploi ou presque, et de développement de la protection sociale dans les pays occidentaux. C'est cette période qu'on a appelée les 30 glorieuses, l'âge d'or du keynésianisme. Pour la première fois, on avait l'impression que l'État avait réussi à dompter les crises du capitalisme. Bien sûr, ce consensus a fini par s'effriter dans les années 70, mais la question fondamentale que Keynes a posée, elle, reste incroyablement pertinente. Face aux défis d'aujourd'hui, que ce soit les pandémies, la crise climatique ou les chocs énergétiques, le débat sur le rôle de l'État est à nouveau sur la table. La révolution keynésienne n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.